Bien, chers amis, bonjour ou rebonjour. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point très important qui m'est même très cher. Le cas de Herzl. Herzl, encore aujourd'hui, est considéré comme un farfelu, un fou, par de nombreuses personnes dans le monde. Personne n'a compris que le sionisme, et par-delà lui cet instrument qui s'appelle Herzl, et s'il n'était pas seul, bien entendu. Avant, il y a eu d'autres personnages, comme Moses, par exemple, comme Salvador, le français, comme par exemple. Moses était allemand, Salvador était français, médecin d'ailleurs, qui a tout abandonné pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous sommes au XIXe siècle, avec la montée de l'antisémitisme dit, entre guillemets, moderne. Un antisémitisme qui touchait non seulement le monde de l'Est, mais le monde dit, à l'époque, civilisé, occidental. La grande force de cette époque-là, c'était l'assimilation. On pensait tout simplement résoudre le problème juif par l'assimilation, voire même la christianisation de ce peuple. Herzl était parmi eux, c'était un homme qui était tout simplement autrichien, qui est né à Budapest, on répète, qui a vécu en Autriche, qui était un écrivain, un auteur de pièces de théâtre. Il a écrit de nombreux textes. C'était un auteur qui était très considéré dans son temps et dans son milieu. Il n'avait jamais pensé à résoudre dans un premier temps le problème juif. Puis, regardez comment Dieu agit dans l'histoire. Puis, de proche en proche, les événements s'accélèrent. Il est d'abord à Paris, parce qu'il est envoyé par son journal, la Neue Presse, qui est un journal autrichien, d'ailleurs dont les directeurs étaient juifs, très assimilés bien entendu. Et il a parcouru le Sénat, il était à la Chambre des députés, il était presque ami de certains hommes politiques, comme Clémenceau. Il a connu Poincaré, il a connu de nombreux écrivains. Alphonse Daudet, d'ailleurs, qui était antisémite, entre parenthèses. Il a connu un grand nombre de personnages. Mais les événements l'ont poussé à s'intéresser beaucoup plus profondément à ce problème. Il était, lui, au fond de lui-même, extrêmement touché par les pogroms, notamment le pogrom de Kishinev, au début des années 1880. Et ensuite, il était extrêmement bouleversé par tout simplement la peine, la souffrance, le désarroi des Juifs, notamment de l'Est européen, en Pologne, etc. En Russie, il pensait que le problème juif en Occident allait se résoudre de lui-même. Il cherchait à résoudre ce problème. D'abord par l'assimilation, puis même par la conversion au christianisme. Il avait ce moteur intérieur, Herzl. Ce moteur intérieur incroyable. Il cherchait, il n'était pas content de son statut social. Il était respecté. Il a eu un doctorat de droit. Il était quand même
très proche des hommes politiques. Encore une fois, il a connu Clémenceau. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ce moteur intérieur, ce que j'appelle moi le buisson ardent, arrive à un certain moment de sa vie, aux environs des années 1894, 1895, 96, à être amplifié par un certain nombre d'événements qui sont des événements, certes historiques, mais que Herzl, dans son intelligence, avec sa neshama, il va essayer de mettre en relation les uns avec les autres. Par exemple, et ce n'est pas le seul élément, l'affaire Dreyfus. Il a entendu à Paris, alors que lui aimait beaucoup la France, aimait beaucoup Paris, le Paris de la Révolution française, nous sommes 100 ans après la Révolution française, il a entendu la foule crier « mort aux Juifs » au pluriel. Il ne comprenait pas. Mais enfin, dans un pays civilisé comme la France, on crie, comme en Allemagne ou comme en Autriche, « mort aux Juifs », alors que Dreyfus, même s'il avait fait une faute, il fallait le prouver, mais enfin, même s'il avait fait une faute, Dreyfus n'est qu'un juif. Pourquoi assimiler tout le monde? Alors, ce travail intérieur qui est tourmenté tous les jours, a pris forme une fois qu'il a parlé avec des riches juifs d'origine, comme Maurice de Hirsch. Il s'est aperçu que tout simplement qu'il ne comprenait pas la problématique. Et progressivement, regardez comment fait Hachem, et progressivement, il va comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que le retour à Sion. Un juif dit assimilé, il n'allait pas à la synagogue, il était enfermé dans sa propre Égypte. Herzl était un Égyptien. Et progressivement, regardez, Akadosh Baruch Hu va le faire sortir, doucement, doucement, jour après jour, de sa torpeur et de son Égypte. Et progressivement, il va prendre son envol. Avant l'affaire Dreyfus, lorsqu'il a commencé à comprendre que le problème juif était présent et que effectivement il fallait trouver une solution, et que la solution de la christianisation du peuple juif n'était pas une solution, ou que la solution de l'assimilation n'était pas non plus une solution. C'est arrivé à une, si vous voulez, à un questionnement intérieur tellement puissant, tellement profond, que le buisson ardent, comme Moïse, si vous voulez, s'est allumé. Comme Moïse s'est battu pour ses frères, il n'a pas supporté l'Égyptien qui a tué un Juif. Il n'a pas supporté l'assimilation. Et il est parti se réfugier chez Yitro. De la même manière, lui, Herzl, il ne supportait pas l'environnement qui était un environnement dans une assimilation jusqu'au boutiste. Lui qui était d'ailleurs très assimilé, entre parenthèses. Mais dans son travail intérieur, il y avait cet or à Ganouz, cette lumière allumée. Cette lumière allumée va l'entraîner d'abord dans une solitude, j'allais dire presque totale. Il va perdre ses amis. Il sera extrêmement touché. Nous sommes au mois de, disons, mai-juin 1895, par la réaction de son ami
Schiff, qui va le prendre pour un fou. Regardez ce que dit. Alors je vais me référer à ce livre extraordinaire, Herzl, de monsieur André Chouraki. Deux mots sur monsieur André Chouraki. Monsieur André Chouraki est un très grand personnage. Il a été vice-maire de Jérusalem, juif d'Algérie. Il est né en août 1917. Il a fait ses études, je lis là, à Oran, puis à Paris. Il a fait des études de philosophie, de langue orientale. Il est docteur en droit. Et il a visité de très nombreux pays, plus de 70 pays. Et André Chouraki, entre autres, écrit ce livre absolument fabuleux, Théodore Herzl. Et regardez ce que dit André Chouraki, n'est-ce pas, dans sa rencontre avec l'ami entre Herzl et son ami, qui lui était très intime d'ailleurs, Schiff. L'une de mes plus terribles batailles, écrira Herzl. Herzl a écrit évidemment tous les jours dans son livre de chevet, dans ses cahiers. Et regardez ce que dit Herzl à ce moment-là, aux environs du mois de juin 1895, aux environs du 14-15 juin 1895. L'une de mes plus terribles batailles, eh bien, je l'aurai à livrer contre la moquerie des Juifs. Cette moquerie, c'est le réflexe impuissant du prisonnier. Regardez, prisonnier en Égypte. Dans son effort pour ressembler à un homme libre. C'est pourquoi elle me touche si fort, dit Herzl. Et maintenant, il va lire les premières pages de son livre, qui venait de finir, d'ailleurs, l'État juif. Der Judenstaat, en allemand. C'est le premier. Son ami Schiff à l'entendre. Quelques mots, quelques brigues. Il avait écrit à l'époque 65 manuscrits, 65 feuillets. Et regardez la réaction de Schiff. Ces 65 feuillets sont écrits sous forme d'une adresse aux Rothschild, parce qu'il voulait absolument, ce livre a été écrit pour les Rothschild, de manière à ce que les Rothschild puissent être sensibilisés et aider financièrement, moralement, politiquement même, le projet sioniste. Et Herzl lit à son ami Schiff quelques passages, quelques chapitres. Et regardez la réaction. Schiff, son copain, les lit, et puis tout à coup, il éclate en sanglots. Théo se tait. Théo, ça veut dire évidemment Théodore Herzl. Il aime, je cite le livre de M. Chouraki, il aime l'émotion de l'ami Schiff. Il aime ses larmes, ses sanglots. Schiff est un juif qui ne pouvait manquer d'être ému par le salut du retour à Sion qu'annonce ce livre. Mais tout à coup, Herzl est consterné. Schiff ne pleure pas à cause du livre, mais à cause de son auteur, qu'il croit devenir fou. Herzl est seul. Il est, si vous voulez, allumé, j'allais dire presque halluciné, d'ailleurs c'est ce que dit Herzl. Il ira voir Max Nordau qui sous d'ailleurs la pression de ses amis, qui le prenaient carrément pour un malade mental, un demeuré. Et
Bref, le problème, c'est pas de parler de Jacques McNordo, c'est très long, mais ce qui est très intéressant de comprendre là, c'est que, en fait, c'est vrai que McNordo, sera l'ami d'Herzl. Il sera, certes, dans une solidarité absolument inébranlable et inébranlée, mais Herzl était seul, complètement seul. Regardez, pourquoi j'interviens, regardez ce qu'écrit M. Chouraki, et regardez comment écrit Herzl en 1895, juste après l'affaire Dreyfus. Ce livre a été écrit en 5 jours. Écoutez bien, s'il vous plaît. Maintenant, je cite. Et vous allez voir que Akadosh Baruch Hu choisit des êtres qui sont tout simplement, dans un premier temps, semble-t-il, très loin, mais qu'il sait appeler, comme était Moïse. Moïse était comme Yosef, comme Moïse, qui était presque Pharaon, remplaçant de Pharaon, fils de Pharaon. Et comment que Dieu va, tel Moïse, tel Yosef, va attirer Herzl vers son destin. Alors je vais m'arrêter là, je vais citer quelques... parce que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Nous sommes à la page 126 de ce livre incroyable, qui est malheureusement très très vieux. Il a été édité en 1960, on ne le trouve pas, je ne pense pas. Je lis. C'est bien une flamme qui a foudroyé Herzl. Une brûlure, une aveuglante lumière. Vous voyez, la lumière intérieure, le Or Aganouz, qui ne laisse à l'homme aucun repos. Tout entier livré à sa vision, et par elle dévoré. Depuis ce jour de Pentecôte, comme par hasard, c'est lié à Shavuot chez nous, mais évidemment. Le ciel s'est bien ouvert au fracas de l'esprit, et les langues de feu ont apparu pour lui. Sa vision le traque, mais nuit et jour, pardon, sa vision le traque nuit et jour. Cette vision le pourchasse. De la rue Combon à Paris, au Palais Royal, du Palais Royal au bois de Boulogne, un homme qui ne sait plus ce qu'est que dormir, essaie de confier à l'écrit ce que le Verbe lui révèle. J'écrivais, dit Herzl, dans ses notes, en marchant, ou en m'arrêtant soudain, ou lorsque j'étais couché, dans la rue, à table, au cœur de la nuit, sans dormir, quand j'étais arraché complètement au sommeil. L'esprit sur lui souffle en tempête. Vous voyez le buisson ardent, de Moshe. L'esprit sur lui souffle en tempête. Et pour lui répondre, il suspend son jugement. Ce qu'il a écrit est, il le sait, sauvage, voire fantastique, comme la vision qui le dévore. Durant ces derniers jours, écrit-il le 16 juin 1895, plus d'une fois, j'ai eu peur d'être devenu fou. Je crois, en fait, que je suis guidé par le Seigneur, que je serai cité parmi les grands bienfaiteurs de l'humanité. Regardez ce qu'il dit. Bon, je ne veux pas tout dire parce que c'est très long. Pendant des heures, page 127, il se promène au bois de Boulogne pour tenter de contenir le jaillissement des idées qui l'assaillent. Il ne fait qu'en accélérer le rythme.
à chaque fois qu'il veut contrôler ses idées, eh bien, j'allais dire presque, elle s'insurge et elle se démultiplie. Assis chez Poussé, Poussé c'est un grand bar de l'époque, devant un verre de bière, il écrit « L'État juif est une nécessité, écoutez bien ça, pour le monde entier. Donc il le sera. » Et là il devient prophète. Donc il le sera. C'est évidemment très long, mais ce qui est très intéressant, il le continue en disant « J'ai souvent pleuré sur la douleur de mon peuple, mais quand je le conduirai hors de ces tombes, mon visage sera de marbre et nul ne verra mes larmes. » C'est très long, mais je voudrais quand même appuyer un point fondamental. Plus on était contre Herzl, et plus il était endurci, affirmé, sûr de lui. Regardez ce que dit Herzl après un déboire très, très grave avec M. Maurice de Riche, qu'il a tout simplement gentiment traité de farfelu, en fait. Je traversais, ça c'est Herzl qui parle, je traversais une crise très grave. J'étais comme un objet rougi au feu, qui est jeté dans l'eau froide. Mais écoutez bien ce qu'il dit, il écrit, mais si l'objet est de fer, eh bien, ce fer se transformera en acier. Vous voyez, dans sa solitude, il avait compris, il le dit encore pour finir là, à la page 132, il dit que je suis seul, mais je sais où se trouve le salut. En nous-mêmes. En nous-mêmes. Il avait compris, tout simplement, non seulement l'urgence d'édifier cette nation, mais lorsqu'on lit l'État juif, et j'ai eu la chance de le lire plusieurs fois, on s'aperçoit quand même que tout ce qu'il a dit, dans les plus petits détails, c'est réalisé. C'est réalisé. Alors c'est très intéressant, parce que cette force qu'il a eue, ce combat intérieur qu'il a eu, il a eu, après des événements, j'allais dire, terribles. L'affaire Dreyfus, c'est pas seulement l'affaire Dreyfus. Des milliers, des centaines de milliers de personnes erraient dans les régions de l'Est, traquées en tant que juifs. Un antisémitisme éhonté. En Autriche, le parti antisémite arrivait presque au pouvoir à l'époque, avec des gens comme Düring. Et Herzl tout seul, face à l'adversité, un peu comme Moïse, eh bien, a compris qu'il était mu d'une mission salutaire. Il savait qu'en fait, il était porté par une force qui le dépassait complètement. Lorsqu'il écrivait ce livre, l'État juif, il a écrit, il a dit, il sentait les ailes des anges au-dessus de lui. En fin de compte, il a été guidé directement par Hachem, et qu'on le veuille pas, ça a été un instrument de Dieu pour pouvoir
asseoir le Mashiach ben Yosef. Pour finir, je voudrais conclure en disant que lorsque on a édifié la première université à Jérusalem, à Ratzofim, en 1928-1929, le Rav Kook, père, a fait un discours sur le sionisme, enfin un discours sur Herzl, et il a qualifié carrément Herzl de Mashiach ben Yosef, de Messie, fils de Joseph. Alors ça peut nous paraître, encore aujourd'hui, plus de 100 et quelques années après, complètement saugrenu. Dans cette solitude implacable, même sa femme le prenait pour un fou. Même sa femme le prenait pour un fou. Parce qu'il était pris par cette tension intérieure, par cette idée fixe, un peu ce buisson ardent, même beaucoup ce buisson ardent. Et ce qui est très intéressant, et je l'avais dit avec le Rav Zinovitz, à un moment donné, il y a quelques mois, c'est que très vite, un pasteur a compris. Le pasteur Eschler. Bien entendu, il était pasteur anglican, non-juif, extrêmement féru de Torah, de Bible, il parlait l'hébreu, il parlait l'araméen, il était féru de messianisme, et lorsqu'il a lu État juif, ce fameux William Eschler a cherché à rencontrer Herzl, qui était tout seul, rejeté par tous, même par ses amis intimes. On a vu l'exemple de Schiff. Et voilà que Dieu envoie un non-juif, encore une fois l'universel, qui va le soutenir jusqu'à sa mort. Herzl est mort le 4 juillet 1904. Eschler était à 1 jour ou 2 jours près parce qu'il ne pouvait plus le voir souffrir. Il était présent. Eschler a fait rencontrer Herzl par l'intermédiaire du duc de Bade, l'empereur Guillaume II d'Allemagne. C'est pas rien. Eschler a été un compagnon au jour le jour de Herzl. Et c'est très intéressant parce que voilà que Dieu rejette les amis de Herzl dans une solitude totale. Il n'avait plus que son père d'ailleurs pour l'aider au niveau financier. Et voilà que Herzl rencontre l'universel à travers ce fameux pasteur Eschler. Encore une fois, nous voyons le côté sioniste, mais dans l'universel. Le côté sioniste dans tout simplement la nation d'Israël qui est intégrée dans un plan de Dieu, un plan divin qui rentre dans le cadre de l'universel. S'il y a un messianisme juif, à partir de Sion, bien entendu, il y aura un messianisme universel à partir de Jérusalem. Mais pour cela, il faut que nous prenions conscience, après un travail très fort, très intense, en toute solitude, en toute souffrance intérieure, que, en fait, ce qui est fondamental, c'est la fidélité à son Dieu. Vous voyez, Herzl n'était pas religieux. Il a fait la bar mitzvah, il a fait la brit milah, mais il n'était pas religieux. Et pourtant,
Regardez ce qu'on a écrit. Il a eu le buisson ardent. Moïse aussi n'était pas, entre guillemets, religieux. Il était combattant de Pharaon en Afrique, notamment en Éthiopie. Et Moïse a été, si vous voulez, dans sa force intérieure, grâce à Dieu, bien sûr, capable de surmonter toutes ces épreuves. Comme Moïse, Herzl était très, très, très soucieux de ses frères souffrants. Au temps d'Herzl, c'était notamment l'Europe de l'Est, et pas seulement. Mais au temps de Moïse, c'était les Hébreux en Égypte, qui étaient esclaves d'Égypte, qui souffraient énormément. Vous voyez, il y a une sorte de correspondance entre Moïse et Herzl. Bon, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et je voudrais finir pour dire que Herzl, c'est un individu qui a donné toute sa vie, toute sa fortune, qui a risqué énormément, tout simplement de s'effondrer, dans une solitude, en tout cas au début, pratiquement totale. Il y a eu quelques Anglais, quelques Russes, au début, je dis bien. Jusqu'à le premier congrès de Bâle, Herzl était pratiquement seul, avec le pasteur Eschler. Voilà, je vous salue et que Dieu vous protège.